suivez la panafricaine Média et c'est le bon choix. Bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Le Débrief, organisé par la France et le Costa Rica. La conférence des Nations Unies sur l'océan s'est tenue du 9 au 13 juin dernier. L'occasion a été saisie par les pays africains pour remettre les océans au centre du développement durable et des politiques climatiques. Un sommet, l'Afrique pour l'océan, a d'ailleurs été organisé en marge de cette conférence de Nice, coprésidée par le Maroc et la France. Ainsi, l'occasion de partager aussi des opportunités de développement de l'Afrique grâce aux ressources océaniques et à une gestion responsable des espaces marins. Quels enjeux pour le continent africain de la 3e conférence des Nations Unies sur l'océan? Quelles ont été les priorités également de l'Afrique à cette conférence de Nice? Le développement en première partie d'émission. Et puis en seconde partie du débrief, nous abordons le plan d'action de Nice pour l'océan qui est le document ayant clôturé la 3e conférence des Nations Unies sur l'océan. Il s'agit d'un appel commun à renforcer la protection des océans, à lutter contre la pollution, à encadrer l'exploitation des hautes mers et à mobiliser des financements en faveur des pays côtiers et insulaires. Ce document de 800 engagements prône une utilisation durable de l'océan menacé par le changement climatique, les pollutions, la surexploitation des ressources. Le traité qui a été ratifié par 50 pays pourrait bientôt entrer en vigueur. Que retenir de ce plan d'action de Nice pour l'océan? Qu'en est-il des autres engagements pris par les parties prenantes pour la protection des océans? Le développement en seconde partie d'émission. Sur ce plateau, pour en parler avec nos invités, M. Mbaké Seck, vous êtes écologiste, également président de Anne Baykeeper. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci Daouda, c'est un plaisir de retrouver votre studio et un grand bonjour à l'ensemble de vos téléspectateurs dans tous les continents. Merci à vous également, un plaisir aussi de partager ce plateau avec vous. Vous partagez ce plateau également avec M. Mamadou Sarr. Vous êtes président de la plateforme des acteurs de la pêche artisanale au Sénégal. Merci également M. Sarr d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci beaucoup Daouda, au plaisir de venir vraiment partager avec vous ce plateau et que vraiment souhaiter une bonne réussite pour que vraiment toutes choses et toute initiative soit vraiment pérenne pour que les acteurs puissent revenir. Merci également à vous et nous espérons ce débat enrichissant également pour tous ces acteurs en tout cas qui tournent autour de l'océan. J'en reviens à M. Mbaké Seck. Ce sommet de Nice sur l'océan s'est clôturé ce 13 juin dernier. Vous concernant, quels sont les points qui ont retenu votre attention? Je rappelle que vous y avez été également au nom des communautés. Merci beaucoup. Permettez-moi d'abord de féliciter Mamadou Sarr pour son engagement et surtout son élection à la tête de la PAPAS. Présider la plateforme des acteurs de la pêche artisanale, c'est vraiment un grand honneur, mais surtout une grosse tâche. Nous prions qu'il réussisse cette mission. C'est un plaisir d'avoir participé au sommet de Nice à l'UNOC 3. C'est même inquiétant qu'on soit à UNOC 3, tellement que les océans comptent dans cette planète. C'est un moyen de déplacement, c'est un moyen de nous nourrir, c'est des emplois, mais qu'on en soit à la 3e conférence mondiale pour parler des océans. Après celle de New York et de Lisbonne. Et de Lisbonne, on peut se poser des questions, tellement que les océans sont importants dans la vie de cette planète. Mais il faut en tirer les bonnes conclusions. D'abord, nous pouvons dire que cette conférence, du point de vue participation, a été très importante. Plus de 15 000 participants, plus de 60 chefs d'État, malgré l'absence des États-Unis. C'était l'occasion d'abord de partager les connaissances, parce que les océans occupent 72 ou 70% de notre planète, mais c'est l'endroit le moins connu de la Terre. Mais un endroit qui est extrêmement agressé, vous l'avez bien dit, d'abord par les changements climatiques du fait de l'homme, c'est la pollution du fait de l'homme. Or, cet océan nous sert en tout, du matin au soir. C'est ça pour notre nourriture, pour notre travail, pour notre transport, pour la circulation des biens et des personnes, pour nos valeurs d'agrément. Les océans sont importants. Pour même la conservation du carbone également. Absolument, absolument. Sur le plan climatique, l'océan est extrêmement important. Ces échanges entre conservation du carbone, production d'oxygène, l'océan est extrêmement important. Donc cette conférence, du point de vue des conclusions, est extrêmement importante parce que ça permet aux États de mettre un accord sur l'exploitation de ces zones qui sont sous non-juridiction. Parce qu'avec la zone économique spéciale, chacun peut, sur 300 km, revendiquer une compétence ou bien une autorité sur le littoral. Mais au-delà de ces zones, qui est responsable?
Qui peut y accéder? Seuls les grands pays qui ont les moyens technologiques, matériels peuvent y accéder et procéder à l'exploitation de ces ressources enfouies dans le sous-sol marin. Mais malheureusement, cette exploitation peut avoir des conséquences sur nous qui sommes très loin de ces zones exploitées. Tout est lié. Donc, il était important que les gens soient ensemble pour discuter de ça, voir qu'est-ce qu'on peut réunir en termes de financement pour l'ensemble des projets qui touchent à l'atténuation et à l'adaptation au changement climatique, surtout en milieu marin et côtier. Donc, bref, c'était important qu'à côté des chefs d'État et de gouvernement, à côté des organisations internationales non gouvernementales, que nous autres communautés qu'on se fasse entendre. Et c'était un peu le cas et c'était un motif de satisfaction. C'est important également, comme vous l'avez rappelé, puisque ces communautés-là sont également les plus souvent impactées et leur voix pas très ressentie ou bien en tout cas ne sont pas très prises en compte, d'où l'importance de participer à de telles rencontres et d'y représenter en tout cas ces communautés-là. Et M. Sarr, parmi ces enjeux en tout cas figure la pêche, les enjeux bien sûr de la conférence de Nice, figure la pêche, la surpêche ainsi que la lutte contre la pêche illégale, les stocks et ressources des océans également étant de plus en plus rares. Considérez-vous en tout cas que vos préoccupations, les préoccupations de la pêche artisanale ont été suffisamment prises en compte à Nice? Merci beaucoup. Donc c'est une prise de conscience au niveau mondial. Ça veut dire que maintenant vous savez que la ressource se raréfie. Les stocks sont menacés au niveau national et mondial. Nous sommes des Sénégalais. Donc nous devons parler du Sénégal, mais en tenant compte des océans. Comme on dit, sommet des océans. Donc quelque part, vous savez, si on dit océan, ça englobe tout. Tout à fait. C'est la ressource pour ne pas minimiser les autres espèces. Et dans ce sens-là, ces sommets, c'est venu à son heure. C'est la 3e fois qu'on le fait. Alors le manquement que je peux dire, c'est d'associer davantage des acteurs qui exercent leur métier dans la pêche. Alors, comme il y a une surexploitation, il y a de bonnes idées, comme il a si bien dit. Il y a la zone exclusive qui appartient à tout le monde. Donc, dans ce sens-là, il va falloir faire une réglementation. Sinon, on risque de disparaître. Comme je l'ai dit tantôt, les gens ne comprennent pas. Mais moi qui ai vécu, par exemple, pendant l'abondance et actuellement, je sais que si on ne fait rien, la mer, il y aura beaucoup de problèmes. Et pourquoi cela? Qu'est-ce qui explique cette situation alarmante dont vous parlez? Il y a une surexploitation et la non-implication et la non-application de la réglementation. Alors tout pays, par exemple, a une réglementation. Alors la personne, soit c'est la pêche industrielle comme la pêche artisanale, il y a une réglementation. Mais au niveau, par exemple, de notre pays, on parle du Sénégal aussi, dans le monde entier, il y a ces faits, mais au niveau du Sénégal, il y a la non-application de la réglementation. Alors, le pêcheur est laissé à lui-même. L'implication de l'État aussi à pouvoir gérer, encadrer depuis les temps la pêche, ça reste à désirer. Ça, il faut le dire. Ils font beaucoup d'efforts, comme les gouvernants actuels, mais n'empêche, il y a beaucoup de manquements. Ces manquements, il faut les combler. Sinon, on va à la dérive. Et si on reste aujourd'hui avec la plateforme que vous dirigez, la plateforme des acteurs de la pêche artisanale, aviez-vous aujourd'hui un ou des représentants à cette conférence de Nice pour faire entendre votre voix? Pour vous dire non, mais n'empêche, il y a des acteurs qui ont assisté à cette rencontre-là. Mais ils ont été, par exemple, convoyés ou bien amenés par les ONG. Mais nous, il y a un manquement chez nous. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque d'organisation. Ne serait-ce que le pêcheur qui donne 100 francs par marée. Dans l'ensemble du pays, on arriverait vraiment à toutes ces instances-là d'y assister. Mais qu'est-ce qui se passe? Peut-être qu'il y a une petite désorganisation, mais les idées sont là. Comme le plateforme que je viens d'être élu récemment, en saluant de passage mon prédécesseur Karim Sall de Joal. Il y a les autres aussi, tant d'autres, comme on le dit souvent, Koulim Dengam mieux faté. Mais dans ce sens-là, vous savez que des personnalités comme Baké aussi, qui nous assistent, et qui sont là en alerte, en sentinelle. Alors, ensemble, on peut faire quelque chose. Bon, si on baisse les bras, alors pour aller à ces conférences-là, c'est vrai, il faut y aller. C'est l'instance mondiale. À ces instances mondiales-là, il faut que les acteurs qui pratiquent la pêche puissent aller à ces instances-là et dire leurs mots pour que les choses s'améliorent. Et d'où votre appel, en tout cas, à la solidarité entre vous pour plus faciliter la participation des pêcheurs que vous êtes à participer à ces instances internationales et autres rencontres. Et Mbaké, quels sont les enjeux aujourd'hui d'une telle conférence pour les pays africains que nous sommes? Une conférence des Nations Unies sur l'océan. Oui, depuis 2 ans, au niveau local, nous avions entamé une campagne qu'on a appelée « Sauver la pêche et la mer ».
À notre niveau, c'est cette même campagne que les Nations Unies, la communauté internationale, a élaborée à un plus haut niveau. Parce qu'il s'agissait pour nous de défendre d'abord les gens de la mer, de veiller à ce que la ressource soit disponible, que les emplois puissent être stabilisés, que la sécurité alimentaire soit assurée, que les écosystèmes marins et côtiers soient protégés correctement et qu'on fasse de la prévention. C'était un peu l'objet de notre campagne locale, mais c'est cette même campagne que nous avons au niveau international avec des engagements au plus haut niveau. C'est les chefs d'État qui s'engagent. Quand 50 pays signent cet accord sur l'exploitation des ressources en haute mer dans les zones qui ne sont pas sous juridiction, c'est important. Quand les États suivent en signant un traité sur le plastique, c'est important. Quand les informations scientifiques sont échangées autour des grandes organisations comme Mercator, comme la Fondation Tara, comme Odyssée sur le plastique, je pense que ça renforce d'abord les capacités des communicants que nous sommes en suivant leur panel, mais notre État, en voyant que nous sommes présents, va jamais oublier les préoccupations qui sont les nôtres. Parce que dans cette communauté côtière, c'est s'écouter qui est difficile. Les gens ne s'écoutent pas. Nous avons plusieurs lois qu'on n'applique pas. Nous avons des conventions que nous avons signées. Nous avons le protocole, la convention d'Abidjan, nous avons la convention d'Alger et plein d'autres conventions qui permettent à un État de prendre tout ce qu'il y a comme dispositif pour protéger son littoral, protéger les écosystèmes marins. Mais les attaques sont nombreuses. Les manquements sont nombreux et nous en subissons directement les conséquences par une baisse des ressources. Des études du CROT, du Centre de recherche océanographique Dakar-Thiaroye, ont montré que les ressources halieutiques sont en baisse. Ces départs massifs de jeunes pêcheurs vers d'autres cieux, c'est un problème. Toutes ces pirogues qui sont aujourd'hui à quai, si vous parcourez l'ensemble des quais de pêche du Sénégal, vous voyez énormément de pirogues qui sont à terre. Ils ne font pas du carénage ou bien de la réparation, mais c'est juste parce qu'ils reviennent très souvent bredouilles malgré des dépenses extrêmement élevées. Et très souvent, nous voyons des cétacés qui échouent. Qu'est-ce qui l'explique? Donc la communauté internationale doit répondre à ces questions en prenant des engagements de plus en plus contraignants pour les uns et les autres à protéger leur littoral. Et surtout ça, des engagements de plus en plus contraignants. Je rappelle que le continent africain compte 47 000 km de littoral, 39 pays côtiers et fait face à toutes les menaces en tout cas dont vous avez parlé, à savoir l'érosion côtière, l'acidification des océans, la perte même d'habitat marin, la pollution plastique entre autres. Aujourd'hui, à votre niveau, surtout la zone de Han où vous êtes aujourd'hui, comment vous ressentez les conséquences en tout cas de tous ces phénomènes ou bien de toutes ces menaces qui agressent aujourd'hui les océans? Mais comme Mamadou, j'ai vécu quand à Han il y avait beaucoup de poissons, où il fallait une semaine pour tirer le poisson de l'eau et l'évacuer à travers vers les marchés. Nous étions là. Aujourd'hui, on se rend compte que lorsque le pêcheur tire son filet avec les scènes de plage, c'est beaucoup de plastique. C'est des pneus, c'est des pertes, c'est beaucoup de types de plastique à usage unique qui alourdissent les filets. Très peu de poissons. Donc nous avons vécu ça. Donc il est, à mon avis, nodal que les décisions soient bien partagées du point de vue réglementaire, qu'on puisse respecter le code de la pêche, qu'on puisse respecter le code de la marine marchande, qu'on puisse respecter toutes ces dispositions en matière de sécurité dans la pêche et dans les activités des gens de la mer pour permettre aux populations de retrouver ces ressources. Parce que cette baisse drastique des ressources halieutiques, il y a des espèces qu'on ne retrouve plus. Nous avons des aires marines protégées, 17 au Sénégal, mais est-ce que ces aires marines protégées sont bien sécurisées, sont bien balisées? Est-ce que les règles de gestion sont partagées? D'ailleurs, la conférence de Nice a également appelé même à renforcer la création de ces aires marines protégées-là. D'autant plus que le Sénégal va abriter le prochain sommet mondial des aires marines protégées Impact 6 en 2027. C'est important que les acteurs soient au premier plan. Ce n'est pas seulement une affaire du gouvernement et de ses partenaires, mais les communautés que nous sommes doivent être au cœur de la préparation.
Et on reste avec ces acteurs-là pour en revenir à M. Sarr, votre secteur aussi, la pêche artisanale, en tout cas fait face à un phénomène qui l'impacte beaucoup, un phénomène qu'on a retrouvé un peu partout en Afrique de l'Ouest entre 2010 et 2014. Je veux bien sûr parler des industries de farine de poisson, des usines avec une capacité de traitement qui dépasse 300 tonnes de sardinelles par jour pour les petites sardinelles et plus de 600 tonnes également pour les grosses. Quelles conséquences aujourd'hui de ces usines de farine de poisson sur la pêche artisanale, votre secteur? Tout de suite, on dit catastrophique. C'est des conséquences catastrophiques. Ça veut dire que toute la chaîne n'a pas été respectée. Ça veut dire que de l'impact environnemental à l'installation des usines et son développement, le fonctionnement. Ça veut dire que rien n'a été respecté. Ça, on le dit. Hein. Donc, comme vous savez, nous, en tant qu'acteurs de développement, en tant que pêcheurs aussi, nous savons que ces usines, il y a une nuisance. La pollution de l'air, l'atmosphère est polluée. Si vous allez dans les localités où existent ces usines, vraiment, ça craint. Ça craint. Vraiment, c'est de l'injustice qu'on peut le dire. Parce que ces populations-là souffrent. Parce que l'air est pollué au moment où ces usines fonctionnent. Il y a l'autre aussi, les déchets liquides. Ils déversent ça à un certain niveau où la nappe phréatique, sinon directement en mer. Qu'est-ce qui se passe? Ça empêche les poissons de vivre dans des zones où il n'y a pas d'oxygène. C'est archi pollué. Du fait que, par exemple, l'autre volet est au lieu de se limiter à acheter les résidus venant des marchés, venant des usines qui font le filet, alors donc, maintenant, ils vont au niveau des plages et avoir beaucoup plus que la femme transformatrice, ils achètent le poisson frais, ce qui doit être interdit. C'est-à-dire que le consommateur sénégalais n'a plus son yaboy dans son tchéboudienne. Ça, il faut que les gens se rendent compte. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on ne mange plus de poisson dans les tchéboudiennes? Ça, il faut que toute personne, même le consommateur qui est à Fongolomi, doit se poser la question. Mais il y a ces usines-là qui font partie de cet impact. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut redresser la barre. Ce n'est pas encore trop tard. Et l'on reste sur ce point-là, redresser la barre, les tchéboudiennes dont vous parliez tout à l'heure, c'est le plan national au Sénégal. Et vous concernant aujourd'hui, quelles actions menez-vous dans ce sens-là aujourd'hui, comme vous l'avez rappelé, pour en tout cas essayer d'inverser cette tendance-là, afin que ces poissons-là ne soient pas utilisés pour la transformation de farine de poisson, mais plus à la consommation, et que ce soit ces déchets qui soient utilisés pour ces usines? Très bien. Ça veut dire que si je reviens un peu en arrière, vous savez que ces usines-là, avant l'installation de ces usines, il y avait une demande qui était là. Pourquoi? Parce que les acteurs, ils voulaient des unités de froid, des unités de conservation. Parce que le poisson était là en abondance. On arrivait à les jeter un peu partout. Qu'est-ce qu'il fallait faire? L'État devait trouver des solutions. Au lieu d'amener des unités de froid, il nous a amené ces usines qui ont proliféré au niveau de la Mauritanie. Pourquoi? Parce que eux, comme il y avait le poisson en abondance, ils ont mis des usines en pêle-mêle. Pourquoi? Il y a une cinquantaine d'usines en Mauritanie. Au Sénégal, heureusement qu'on a arrêté l'hémorragie. Du fait qu'il y a une coalition qui est née au niveau national, qui a, après avoir fait beaucoup de plaidoyers, des mémorandums, des rencontres un peu partout avec les autorités compétentes, alors ils ont arrêté pour signer un arrêté que les usines, il n'y aura plus une autre usine au niveau du Sénégal. On a stabilisé les usines. Qu'est-ce qui se passe? Ces usines ont continué, par exemple, qui sont là, continuent de fonctionner. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Notre coalition, par exemple, au niveau national. Alors, ces gens-là sont là, en train de faire un plaidoyer pour que ces usines-là reviennent aux normes et que, dans le temps, si ça persiste et qu'ils ne reviennent pas aux normes, qu'on les délocalise. C'est-à-dire que là où les usines existent, c'est dans les populations, au milieu des habitats. Alors, ce qui n'est pas normal. Si l'étude environnementale était bien faite, bien normée, donc normalement, ces usines-là ne devaient pas exister là où ils sont. Qu'est-ce qui se passe? Il y a les maladies. Il y a des décès même. Notre tournée, on a allé jusqu'à entendre des femmes qu'il y a des avortements. Alors, qu'est-ce que fait l'État? On appelle à délocaliser ces usines-là et également à laisser les poissons, en tout cas destinés à la consommation. Et plutôt transformer les autres qui étaient initialement retenus pour le fonctionnement de ces usines-là. Et Mbaké, c'est que vous... Allez-y. Il a parlé de catastrophe. Le mot est très chargé. Une catastrophe a des conséquences surtout. Il parle de la pollution de l'air.
pollution olfactive. Oui. Il a parlé de la pollution des eaux, parce qu'il y a énormément d'eau usée que les gens déversent directement sur la plage, et même sur d'anciens lacs. Il y a cette coexistence entre ces industries polluantes et les populations. Et avant toute installation, le Code de l'environnement, son article 20, ou bien les articles entre 20 et 43, parlent d'études d'impact environnemental et social, parlent d'analyse environnementale, parlent d'audit environnemental. Mais est-ce que ces recommandations, ces dispositions juridiques sont respectées? Est-ce que les consultants, objet d'une contraction entre le promoteur et le consultant, ils respectent la consultation publique? Parce que la loi dit qu'on doit faire une consultation publique. Demander aux riverains, est-ce que vous savez ce qu'on va faire? Quels sont les impacts? Et intégrer les résultats de ces consultations dans le rapport portant étude d'impact. Ce n'est pas le cas. On ne devrait utiliser que le surplus de la pêche et les débris liés à la pêche artisanale. Maintenant, c'est le produit destiné à notre consommation pour assurer la sécurité alimentaire que les gens utilisent pour ces usines de farine de poisson, d'huile et de farine de poisson. Mais c'est une catastrophe parce que demain, nous n'aurons plus de poisson. Ce qui est un véritable problème, et j'aimerais vous interpeller sur votre participation à cette conférence de Nice. Je rappelle que vous vous définissez en tout cas comme une sentinelle de la baie de Hann. La baie de Hann, c'est là où vous habitez également, jadis l'une des plus belles baies au monde. Et suite à votre participation à ce sommet-là, ou bien à cette rencontre sur l'océan, les acteurs non étatiques que vous êtes ont fait entendre en tout cas leur voix à Nice, ou bien la voix des communautés à Nice. Qu'est-ce qui est ressorti de votre participation à cette conférence et la rencontre de restitution que vous avez tenue à Dakar aujourd'hui pour partager les différents thèmes qui ont été abordés lors de la rencontre de Nice? Oui, nous avons surtout montré aux gens que nous, riverains du littoral, nous avons des droits. Notre océan est nos droits. Toute la pollution que nous vivons et ses conséquences sur notre santé, sur notre économie, sur notre cadre de vie, et passer aussi en revue les solutions proposées par le gouvernement. Ne serait-ce que sur la baie de Hann, qui est l'objet d'une très grande pollution, mais qui fait l'objet aussi d'une dépollution où le gouvernement a bénéficié de l'appui des bailleurs de fonds pour presque 188 millions d'euros. Mais malgré ça, les populations riveraines ne comprennent pas le projet et il leur arrive de manifester bruyamment dans la rue. Parce qu'une dépollution concerne aussi bien la qualité des eaux, mais le littoral aussi devrait faire l'objet d'une dépollution. Nous avons discuté à Nice sur l'exploitation des énergies fossiles, aussi bien au Sénégal, aussi bien sur terre que offshore. Le Sénégal démarre l'exploitation du gaz et du pétrole. Les communautés de pêcheurs sont inquiètes parce que la communication n'est pas au niveau où elle devrait être. La transparence et la traçabilité des actes n'est pas conforme à nos attentes, ni conforme aux dispositions de nos lois et de nos règlements. Cette inquiétude face aux menaces sur nos écosystèmes marins, sur l'exercice de la pêche, sur les stocks halieutiques, il fallait en parler pour voir qu'est-ce que font les autres pays pour atténuer les dégâts liés à l'exploitation du pétrole et du gaz. Nous avons aussi discuté de l'ensemble des canaux de communication qui s'offrent à nous en tant que communauté pour parler au gouvernement, pour parler à l'université et aux scientifiques, mais pour nous parler entre nous. Cette écoute, nous avons utilisé l'art pour mettre l'art au service des océans, mais pour agir avec beaucoup plus d'efficacité dans les actions. Parce que la conférence de Nice aussi, c'est des actions envers l'océan. D'ailleurs, ça a été la conférence de l'action aujourd'hui par rapport à la situation de l'océan mondial, si on peut l'appeler ainsi. Et M. Sarr, différentes questions y ont été abordées à cette conférence. La question de la surpêche, la question de ces usines de farine de poisson, ou encore, en tout cas, bien d'autres thématiques qui concernent les océans et même les environnements marins et côtiers. Les conclusions qui sont sorties, en tout cas, de cette conférence, vous concernant, sont-elles à la hauteur de vos attentes en tant qu'acteur de la pêche? Oui, là, des fois, moi, quand je parle français, je reviens un peu en Wolof, quoi, en quelque sorte. Hauteur, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas encore à la hauteur des attentes, de l'attente des populations. C'est-à-dire que c'est des idées, c'est un créneau qui est là. Alors, c'est un avancement, c'est un pas de plus, on est preneur. Mais je dis, les dégâts sont énormes. Quelque part, on est là en sentinelle et en alerte. Mais dans tous les domaines, vous voyez qu'il y a des manquements. Qu'est-ce qu'il faut faire? Des manquements dans différents domaines. Et dans la seconde partie du débrief, nous reviendrons plus globalement sur ces manquements et attentes. La seconde partie du débrief, il sera question de parler du plan d'action de Nice, et c'est tout de suite.
De retour pour la seconde partie de votre émission Le Débrief. Monsieur Sarr, à Nice, l'Océan a réuni les nations pour les inviter à agir et de façon urgente pour leur préservation, à savoir pour la préservation de l'océan. Vous concernant, en tant qu'acteur de la pêche artisanale, que retenez-vous aujourd'hui du plan d'action de Nice, de ces engagements-là en tout cas, qui sont ressortis de cette conférence-là? Comme j'ai dit tantôt, nous sommes preneurs. Ça veut dire qu'on reste à l'écoute de toute bonne démarche. Ça veut dire que la population est là. Bon, on peut dire qu'on est en train de subir. Subir, ça veut dire qu'on n'est pas l'autorité, mais on est là en sentinelle. Il y a de bonnes choses qui se préparent. Alors ça, il faut les pérenniser. Ça veut dire qu'il faut activer ces choses-là pour que les choses n'aillent pas à la catastrophe, comme je l'ai dit tantôt. Dans tous les domaines, il y a les plateformes, il y a les récifs artificiels, il y a la gestion des océans, comme on l'a dit d'une manière générale. Ça, il faut cette application-là pour que vraiment les choses changent. On a parlé tantôt d'adaptation, mais la mer, on risque de disparaître, comme je l'ai dit tantôt. Seulement, ce n'est pas quelqu'un qui est là de les nouvelles technologies, bon, la nouvelle génération ne comprendrait pas ce que je veux dire par disparaître, parce que peut-être qu'ils trouvent un peu de poissons ou quelque chose comme ça. Mais il n'y a plus de poissons. Comme l'a si bien embarqué tout à l'heure. Nous, on a vu l'abondance. Tu choisis ton poisson avant d'aller à la pêche. Pourquoi? Parce qu'il y avait des poissons, tu ne trouveras pas d'acheteurs. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on revienne à cette situation-là? Alors il va falloir prendre des mesures et appliquer la réglementation avec les populations. Et j'aimerais qu'on reste sur ce point-là. Oui. Ce sommet de Nice a été le sommet de l'action, c'est-à-dire agir pour l'océan, agir pour préserver ces ressources-là qui sont issues de ces océans. Selon vous, quelles mesures concrètes aujourd'hui pour changer cette situation afin que les pêcheurs que vous êtes retrouvent en tout cas cette abondance qu'ils connaissaient dans le cadre de leurs activités de pêche artisanale? Oui, vous avez vu que d'une manière générale, le monde, par exemple, ce sommet-là, vous avez vu qu'ils ont ratifié, ils ont signé. Ça veut dire que ça, c'est l'État. Mais comme j'ai dit tantôt, il y a l'application. On a signé quelque chose pour une gestion commune. Alors, dans le monde entier, le constat est là. Tout le monde sait que les océans sont en souffrance. Ça veut dire qu'il y a une surexploitation. Et dans ce sens-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut redresser la barre. Alors, c'est les États en première qui vont signer des conventions, des contrats. Ça dépend qu'est-ce qu'il faut faire pour vraiment redresser la barre. Et l'application va venir au niveau de la base. Ça veut dire qu'avec la base, vous avez entendu parler de cogestion. L'État a changé la tendance. Pourquoi? Parce que dans le temps, c'est l'État qui faisait des notes de service ou bien des applications que l'acteur n'était pas impliqué. Mais maintenant, il y a une cogestion. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut renforcer ces acteurs-là. Il y a les CLPA, il y a tant d'autres organisations qui existent pour vraiment une gestion commune et une gestion durable. Il y a des associations, des ONG, des OP qui s'organisent pour vraiment aller de l'avant. Mais la force reste à désirer. Ça veut dire que c'est l'État qui doit encadrer, qui doit appuyer pour l'application de ces 10. Pourquoi? Parce qu'il y a les populations qui ont suggéré quelque chose et donné une code de conduite. On ne dit pas que ça ne doit pas exister, mais nous avons dit que ça, ce n'est pas normal, mais les solutions sont là. Une meilleure prise en compte aujourd'hui des préoccupations de ces acteurs-là que vous êtes et renforcer davantage cette cogestion-là de ces ressources halieutiques et même de la gestion, de sa cogestion également de l'océan et des ressources qui en résultent également. Mbacké, lors du sommet Afrique pour l'océan, c'est un sommet qui s'est tenu en marge de la conférence également de Nice, un sommet qui a été coprésidé par la France et le Maroc. D'ailleurs, la princesse Lalla Hasna a lu le message de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Un message dans lequel le roi du Maroc, en tout cas, a évoqué 3 axes majeurs du rôle stratégique du maritime africain pour lequel le Maroc plaide aujourd'hui pour ces 3 axes stratégiques-là, comme je l'ai dit, qui sont le renforcement de la coopération sud-sud, une croissance bleue également, une intégration régionale autour des espaces océaniques, ainsi qu'une effectivité maritime par les synergies atlantiques. Que vous inspirent ces 3 axes présentés aujourd'hui dans le message royal à Nice? Oui, ce message royal est extrêmement important parce que tout simplement, vu la position géographique du Maroc, une ouverture sur la Méditerranée, une frange du littoral sur l'Atlantique, une jonction entre cette Afrique du Nord arabophone et cette Afrique noire où nous sommes, c'est important que le roi du Maroc, à travers la princesse, puisse faire cette lecture et informer la communauté internationale sur la nécessité de faire une coopération sud-sud.
Aujourd'hui, nous prenons simplement ces pays de l'Afrique de l'Ouest, où les stratégies doivent être communes. Une stratégie limitée au Sénégal ne sert pas à grand-chose. Il faudrait que la protection des espèces, le partage des interdits, les mesures de protection soient communes entre la Mauritanie, le Sénégal, les deux Guinées et toute cette partie de l'Afrique de l'Ouest. Et on ne peut pas faire ça en n'intégrant pas le Maroc. Dans le golfe de Guinée, où plusieurs pays partagent le même littoral, les mêmes réalités géographiques, c'est important aussi que les gens se parlent. Au niveau du Congo, Brazzaville, Congo-Kinshasa, RDC et l'Angola, dans cette zone, c'est important de se parler. L'Afrique du Sud a un littoral qui compte dans le monde, parce que le littoral sud-africain est en face de tout ce continent et cette zone de non-juridiction au niveau des océans. C'est important que ces 3 points que le roi du Maroc vient de partager avec la communauté internationale, qu'on revienne dessus et qu'on en fasse une réalité. Pour un peu participer à une réponse de Mamadou tout à l'heure sur qu'est-ce qu'on doit faire, moi je pense qu'il est important de développer davantage les zones protégées, les aires protégées, avec davantage d'aires marines protégées. Il parle même d'aires marines protégées en haute mer. On ne parle plus d'aires marines sur le littoral, mais en haute mer, il nous faut des zones aussi qui sont protégées pour permettre aux ressources, parce que les espèces sont migrantes. Les poissons, ce n'est pas comme du bétail qu'on attache quelque part ou bien qu'on parque dans un pâturage. Les espèces sont migrantes. Ça parcourt des milliers de kilomètres entre le Brésil, les côtes de l'Afrique de l'Ouest et la mer du Nord en Europe. Donc, très souvent, les bateaux les suivent pour les capturer. Mais c'est important qu'on ait, pour le thon et pour d'autres espèces migrantes, qu'on ait des points d'accord ensemble. Que les aires marines protégées de haute mer, qu'on mette d'abord en place des processus qui permettent de gérer l'existant. Parce que les aires marines que nous avons au Sénégal, les 17, rares sont les aires marines qui sont balisées. Rares sont les aires marines qui ont des moyens de faire un fonctionnement correct. La cogestion est en termes de testing. Il faudrait que la cogestion soit une réalité, que nos populations, que les pêcheurs soient aux côtés des agents du ministère de l'Environnement, la DAMP, pour bien gérer les ressources. Quelle est la place du ministère des Pêches et de l'économie maritime dans cette gestion? Donc nous cherchons, et toutes ces conventions qui viennent d'être signées au sommet de Nice, toutes ces conventions et recommandations qui sont issues de la rencontre Afrique-Europe, moi je pense qu'il est important que les gens en fassent une bonne diffusion, une vulgarisation pour que les communautés puissent s'en approprier. Et un appel également que vous faites dans le cadre de la cogestion. J'aimerais interpeller M. Sarr sur un point que vous avez développé, à savoir la question de la création davantage d'aires marines protégées. Comment aujourd'hui des espaces pareils, ces aires marines protégées, peuvent davantage soutenir votre activité, puisque ce sont des espaces également qui permettent en tout cas la reproduction des espèces halieutiques? Oui, ça c'est une réalité, c'est du vécu aussi. À notre niveau, par exemple, vous savez que dans le temps, le pêcheur, c'était des pêcheurs cultivateurs. Il y avait des repos biologiques naturels. C'est-à-dire qu'on ne se le disait pas, mais dès qu'il y avait l'hivernage, on montait les pirogues et on allait être cultivateur. Mais avec le temps, tu vois, là où il y avait 10 pirogues, maintenant c'est 100 pirogues. Qu'est-ce qui se passe? L'espace est occupé. Bon, il va falloir ces aires marines protégées. Il y a même plus petit des zones de pêche protégées. Comme à Ouakam, par exemple, vous avez ZIP, zone interdite de pêche. Il y a une zone sur quelques kilomètres, alors on nous met des récifs, on dit interdiction totale de la pêche. Pour que la ressource puisse se régénérer. Parce que ça, il faut le multiplier au niveau du Sénégal. Peut-être qu'il y aura des contraintes, quelqu'un qui dit qu'il ne faut pas parquer, comme on le dit, tout le Sénégal, mais c'est nécessaire. Vu l'état des lieux actuellement, il va falloir faire plus d'aires marines protégées avec une réglementation. Ce n'est pas l'interdiction de la pêche partout, mais avec une réglementation. Ne pas laisser les acteurs faire ce qu'ils veulent ou bien n'importe comment. Alors cette réglementation, c'est l'application code de la pêche, renforcement, comme il l'a dit Mbaké aussi. Ça veut dire que associer les pêcheurs, associer les communautés et mettre les moyens qu'il faut. Parce que ça aussi, c'est un manquement au niveau de la pêche. On a laissé trop faire et on a mis peu de moyens. Ça, on le dit. Et c'est la réalité. Peu de moyens. L'État fait des efforts quand même. Ça, il faut le souligner. Il fait des efforts dans certains domaines, les subventions et autres. C'est vrai. Mais la mer, c'est du lourd, comme je l'ai tantôt dit. La mer, c'est du lourd.
c'est pas 1 milliard ou 2 milliards, c'est des milliards. La mer, c'est du lourd. Alors pour cette gestion-là, il faut faire une gestion concertée et en commun pour pouvoir vraiment gérer ces océans pour que la ressource puisse revenir au niveau national comme mondial. Et j'aimerais qu'on reste avec ce plan d'action de Nice pour parler des priorités africaines, qui était le renforcement de cette coopération scientifique régionale. Mbacké l'a rappelé tout à l'heure, l'importance également de la recherche scientifique aujourd'hui pour la préservation de votre secteur, la promotion également d'une gouvernance océanique inclusive, c'est l'appel que vous menez depuis tout à l'heure, cette co-gestion-là, et l'obtention aussi de financement, davantage de financement pour ces pays africains qui sont des pays côtiers et insulaires. Ces priorités ont-elles selon vous été en tout cas suffisamment prise en compte dans ce plan d'action de Nice? Oui, donc on a entendu. Ça veut dire que déjà il y a de l'espoir. Ça veut dire qu'il faut avoir de l'espoir surtout. Le bon musulman, quand même, il faut avoir de l'espoir. Ça veut dire qu'il y a des... on ne dit pas qu'il y a des non-dits. Non. Peut-être que chaque fois dans une séance, les objectifs sont là, bien clairs, bien définis. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez parlé tantôt de la recherche. La recherche ne doit pas venir en second rang. La recherche doit être au devant de la chaîne. C'est-à-dire que c'est de l'échantillonnage, c'est vrai, mais quelque part, c'est eux qui doivent se prononcer en premier. Nous appuyons ça en tant que communauté. La recherche, il est là en tant que, par exemple, scientifique, ils doivent se prononcer sur tout ce qui se passe dans les océans. Alors si on privilégie ce sommet-là, s'il privilégie que la recherche doit être là, donc nous sommes preneurs. Et c'est ça la réalité. Après, les acteurs, c'est le comportement, c'est le vécu. C'est le quotidien. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut une réglementation, un encadrement et un financement. Sur l'encadrement, il faut un financement. S'il n'y a pas de financement, ça ne va pas marcher. Parce que les personnes, donc, ce n'est pas tout le monde qui est de bonne foi. Et si l'on reste avec cette recherche dont vous avez parlé, votre plateforme, la plateforme des acteurs de la pêche artisanale, travaillez-vous aujourd'hui avec ces acteurs dans le cadre de la recherche scientifique? Puis travaillez-vous avec eux aujourd'hui, surtout pour ce qui est de vos activités? Vous voyez, la recherche, ce n'est pas accessible. C'est-à-dire que nous avons des collaborations, comme par exemple en passant par le docteur Mbacké, par exemple. Il pourra faire l'objet de voir Amadou, de voir Mamadou. Mais ce n'est pas une accessibilité directe. Mais nous plaidoyons pour que ces gens-là, les scientifiques-là, soient au devant, ils soient plus impliqués. Parce que les scientifiques au niveau du Sénégal, comme l'a dit l'ISRA, le CROD et tout, ils n'ont que leur avis. Qu'est-ce qui se passe? Il va falloir rectifier ça. C'est qu'ils n'ont que leur avis. Le scientifique qui a cherché pendant des mois, pendant des années des fois, il vient, il te donne un résultat. Le résultat est là. Donc, probablement, ça dit que c'est des résultats qu'on peut chercher et puis trouver dans le sens où tu peux le toucher du doigt, comme on le dit en Wolof des fois. Alors, dans ce sens, qu'est-ce qu'il faut faire pour ces personnes-là? C'est des scientifiques. Alors, davantage prendre en compte les résultats de ces recherches-là, puisque ce sont des évidences en tout cas, pour permettre en tout cas d'avoir de bons résultats concernant votre secteur, la pêche artisanale, ou bien même d'autres secteurs de la pêche. Et j'aimerais vous interpeller, Mbacké, sur un autre point, à savoir le traité des Nations Unies sur la haute mer. Cette conférence a également permis des avancées notoires sur ce traité-là, qui a été adopté en 2023 et qui vise à protéger les écosystèmes marins situés en haute mer. 19 pays supplémentaires ont ratifié à l'occasion de la conférence de Nice ce traité-là. Que vous inspire aujourd'hui cette accélération de l'entrée en vigueur? Puisque les 19 pays qui ont ratifié, cela remonte le chiffre à 50 pays ayant ratifié ce traité. Que vous inspire cette accélération de l'entrée en vigueur du traité sur la haute mer, encore appelé BBNJ, pour préserver la biodiversité marine à l'échelle mondiale? Oui, ce traité, nous aurions une meilleure satisfaction si une soixantaine de pays avaient signé ce traité. Si les États-Unis avaient signé ce traité, parce que nous avons... Je rappelle qu'il faut ces 60 pays pour que son entrée en vigueur. Absolument. Donc, les attentes ne sont pas comblées. Et surtout la France des États-Unis, qui remettent en question beaucoup d'avancées en matière du climat et de la protection de l'environnement pour simplement des intérêts économiques. Mais cela a été prévisible au vu de la politique américaine actuelle. Mais absolument. Mais n'empêche, nous, communauté, nous demandons l'engagement fort des États et de tous les États du système des Nations Unies. Parce que les conséquences de l'exploitation de ces recherches en haute mer sont imprévisibles. Ils maîtrisent les process. Ils maîtrisent les techniques, mais les conséquences de ces exploitations minières sont imprévisibles. On ne sait pas ce qu'il y a au fond de l'océan. Et ils vont dans le deep mining, dans les grandes profondeurs,
qu'on a même du mal à explorer. Et toute fuite là-bas aurait des conséquences énormes dans la biodiversité tout autour. Et tout est lié. Le plastique déversé par les Américains finit dans le Pacifique en portant préjudice à l'ensemble de la biodiversité mondiale. Si aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, le corail est atteint, mais c'est le climat mondial qui est atteint. Donc nous pensons que pour la signature du BBNJ, il est important qu'on puisse atteindre ce quota d'États, mais surtout que les États les plus concernés, qui ont de grandes superficies telles que l'Indonésie, la France, les États-Unis, puissent signer ces traités, parce qu'il y va de l'intérêt de notre planète. On ne peut pas faire du tout économique. Il faudrait qu'on pense aux générations futures. Et penser aux générations futures, c'est penser aux ressources halieutiques, c'est penser à la séquestration du carbone, c'est penser à la lutte contre la salinisation des terres. Et ça ne se limite même pas à ça. Dans le delta du Saloum, plusieurs villages n'ont plus accès qu'à des terres salées, qu'à de l'eau où le buseau salé est remarquable. Et d'ailleurs, l'objectif actuellement de ce traité, c'est une entrée en vigueur, en tout cas d'ici 2030, à l'horizon en tout cas de la prochaine conférence sur l'océan qui sera co-organisée par le Chili et également la République de Corée. J'aimerais qu'on reste avec ce traité-là. Estimez-vous aujourd'hui que les préoccupations des communautés que vous avez représentées à Nice ont été suffisamment prises en compte à l'occasion des différentes discussions? Non, on aurait aimé que ce traité de Nice puisse prendre en compte les combustibles fossiles. L'exploitation du gaz et du pétrole offshore, parce que nous avons 82% des nouvelles découvertes sont des découvertes offshore. Donc ça va avoir une implication sur la production de gaz à effet de serre et un impact sur les changements climatiques et ses conséquences, les événements météorologiques extrêmes. Mais est-ce que cela ne risquait pas d'empiéter, Mbacké, sur les dernières conclusions, les conclusions de la dernière COP? Mais impérativement, parler du climat revient à parler des océans. Mais ça permet de faire des ciblages qui cadrent avec l'ODD 14 relative à la vie aquatique. Donc tout est lié. Il faudrait que dans les accords et les traités qui sont signés, que les gens pensent aux communautés qui subissent énormément les conséquences de ces mauvaises pratiques écologiques. Les États insulaires, les États du littoral, les gens de la mer comme les pêcheurs, vivent les conséquences d'actes ou d'actions dont ils ne soupçonnent même pas l'existence. Et j'aimerais interpeller le pêcheur ou bien le représentant des pêcheurs que j'ai en face de moi, M. Sarr, en tant qu'acteur de la pêche artisanale. Que représente pour vous cette accélération de l'adoption du traité sur la haute mer, ce traité pour préserver la biodiversité marine au-delà des juridictions nationales? Puisque ce qui existait, c'était des lois prises au niveau national. Maintenant, c'est plus une loi à l'échelle mondiale pour la protection, en tout cas, de cette biodiversité marine en haute mer. Ça, c'est une bonne chose. Il faut harmoniser. Ça dit que l'harmonisation au niveau mondial, ça va permettre à tout un chacun de savoir ce qu'il faut faire au temps voulu. Donc l'harmonisation, c'est quelque chose de très bon. Vous voyez, tantôt j'ai parlé de la recherche. Vous savez que nos anciens, il n'y avait pas d'écrit. Les connaissances empiriques, il n'y avait pas d'écrit. Mais en m'approchant peut-être des scientifiques, j'ai pu trouver qu'au moment où on dit qu'il y a les chanchas, vous savez, les djaïs, le Wolof, il te dit Djaï day raxas géej. Mais en français, c'est pour dire qu'au moment où il y a des chanchas, les autres variétés disparaissent. Qu'est-ce qui se passe? En collaborant avec les scientifiques, on a su qu'il y a peu d'oxygène à l'instant où il y a les djaïs, les chanchars là. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut harmoniser, unir nos forces pour que vraiment cette tendance-là puisse être atténuée et avoir, par exemple, faire de sorte que la ressource se régénère. Sinon, si on ne fait rien, on risque de disparaître. Alors, que ça soit en haute mer, que ça soit près de la côte, il faut harmoniser. On ne peut pas laisser une zone comme ça que chacun peut faire ce qu'il veut. Non, c'est international, c'est vrai, mais qui sont dans ce monde-là? C'est nous, êtres humains. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Les scientifiques et tous les décideurs doivent être dans un même sac et aller de l'avant pour vraiment harmoniser ça, préserver certaines zones, comme on a dit, les AMP et autres, et puis dans le monde pour que vraiment la ressource puisse revenir. Ne pas rester les bras croisés. Et comment se passe cette coopération entre votre secteur, la pêche artisanale, et les différents acteurs, que ce soit les communautés, l'État, les chercheurs et également les ONG, les organisations non gouvernementales? Nous, à notre niveau, si je parle des communautés locales, par exemple, des acteurs, nous, on fait beaucoup d'efforts. L'État essaie de nous encadrer, mais il y a un manquement. C'est-à-dire que récemment, vous avez entendu parler de CONAPED.
qu'on appelle, qui réunit presque toutes les EEP OP au niveau national. Ça, c'est une démarche qui est là et pour une pêche durable que tout un chacun a son mot à dire. Alors, il y a d'autres instances. La PAPAS que je dirige, par exemple, actuellement, la PAPAS est une plateforme qui est là de Saint-Louis jusqu'à Koufontine, en écoutant les acteurs sur les bienfaits et sur les mauvaises pratiques. Qu'est-ce qu'il faut faire dans chaque localité? Quelle est la réaction des acteurs pour que vraiment l'État et les cheminements, pour que vraiment l'État puisse nous accompagner dans certaines phases. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous, en tant qu'acteurs, nous sommes conscients de la tendance qui existe actuellement. On est sur la pente. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut redresser cette barre-là. Sinon, si on ne fait rien, c'est notre métier qui risque de disparaître. Alors, ensemble, on essaie de faire des efforts. C'est un appel qu'on lance à l'État aussi de venir nous accompagner sur cette démarche-là. Parce que nous avons une vision claire. C'est-à-dire qu'il y en a qui ne comprennent pas. Mais nous avons une vision claire de ce qui se passe réellement et qu'est-ce qu'il faut faire pour s'en sortir. La vision est très claire. Je vous dis que c'est très clair. Parce que c'est du vécu. Moi qui vous parle, je suis toujours acteur. Peut-être qu'avec les démarches que je fais, bon, je pars moins à la pêche, mais c'est mon matériel qui est là, qui est disposé pour aller à la pêche. Donc on a une vision très claire sur la situation. Et on a une vision très claire pour donner des solutions et comment faire pour sortir de cette crise. Alors ça, c'est les acteurs. Qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est l'État de nous encadrer, de nous accompagner matériellement, financièrement et tout ce que vous pouvez avec techniquement et tout pour que vraiment les choses puissent changer. Un plaidoyer important pour un renforcement de la collaboration entre différents acteurs qui tournent autour de la pêche, pour une meilleure gestion de la pêche afin d'arriver en tout cas à une gestion durable de ces ressources-là que sont les ressources halieutiques. Malheureusement, nous en sommes à la fin de cette émission. Je rappelle que nous recevions M. Mamadou Sarr, vous êtes président de la plateforme des acteurs de la pêche artisanale au Sénégal, PAPAS. Merci encore d'avoir été avec nous et ce fut un plaisir de partager ce plateau avec vous. Le plaisir est partagé. Merci beaucoup de nous avoir reçus et vraiment bien des choses à votre télévision. Merci à vous et merci à votre co-débatteur, M. Mbaké Sek, également, encore appelé la sentinelle de la baie de Anne. Je rappelle que vous êtes écologiste, également président de Anne Baykeeper. Merci encore, M. Sek, et toujours un plaisir aussi de partager ce plateau avec vous. Merci Daouda. Nous pensons que le littoral sera davantage protégé pour le bénéfice de toutes les populations. Un important plaidoyer en tout cas auquel vous avez appelé ainsi que votre co-débatteur M. Sarr, et nous espérons que ce plaidoyer va être entendu comme vous l'avez dit. Merci à nos collègues de l'équipe technique pour les facilitations et pour la réalisation de cette émission. Merci à vous tous qui nous suivez et très bonne suite de programmes sur nos antennes.